Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même, Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant attrait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Je m'appelle Félix Lavoie-Lochet puis je suis toujours en compagnie de mon co-animateur Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Bonjour Félix, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Je te demanderai pas si ta semaine a bien été, là, si je me fie à ta réaction du dernier épisode. Non, ça va beaucoup mieux, là. Très belle semaine. Ah ouais, bon, tant mieux, tu t'es reposé? Oui. Merveilleux. Bon, dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit d'abord Jérémy Vallée. Jérémy, c'est un des professionnels de recherche de l'équipe, puis c'est aussi, figurez-vous, le cerveau derrière le nom du podcast. Donc, il nous en parlera un peu plus tard, là, si ça lui tente, évidemment. Mais avant de nous parler de son éclair de génie, là, comme chaque membre de l'équipe, puis comme nos invités l'ont fait aussi, Jérémy va se présenter, nous raconter rapidement là, son parcours puis son arrivée à l'IRDA. Ceci étant dit, le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est le projet PAD. Ben oui, encore le projet PAD, mais cette semaine, c'est plus particulièrement sur le volet avec l'APFFQ, qui est l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec. On a un peu tous travaillé sur ce projet-là l'été dernier, mais chacun à notre manière, là, c'est-à-dire que, comme dans mon cas, c'était beaucoup par rapport à la diffusion, au volet diffusion du projet. J'ai effectivement là, réalisé quelques petites capsules vidéo, des entrevues avec des producteurs, etc. Jérémy, quant à lui, il a réalisé des diagnostics de systèmes d'irrigation, entre autres. Il a fait beaucoup d'autres choses. Mais bref, on y reviendra plus tard. Là, on a une belle section de notre épisode d'aujourd'hui sur le sujet. Dans le deuxième segment, on reçoit Jennifer Crawford de l'APFFQ qui va venir se présenter personnellement aussi, puis finalement nous présenter l'APFFQ. Puis on va discuter du projet puis de leur vision là, de celui-ci. Bon, on va partir ça, cet épisode-là. Carl, j'ai pas trop envie qu'on radote les mêmes choses qu'au dernier épisode, là, mais je pense quand même que c'est important là, de faire un récapitulatif de c'est quoi le projet PAD, c'est quoi le rôle de l'IRDA dans celui-ci. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense que c'est important de rappeler c'est quoi le PAD, Félix, parce que sans le PAD, en fait, ce projet-là n'existerait pas. Pour ceux qui ont écouté le podcast précédent puis qui veulent pas m'entendre radoter, en fait, je propose d'avancer le podcast peut-être d'une minute, ça sera pas très long. Donc, le PAD, c'est l'acronyme pour le plan d'agriculture durable. C'est à l'initiative du MAPAC. C'est un plan qui va être actif de 2020 à 2030. Donc, on pourrait dire que globalement, c'est un plan qui vise à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture par l'adoption de pratiques agro-environnementales performantes. Il y a 5 objectifs dans ce plan-là. Il y a réduire l'usage des pesticides et leur risque pour la santé et l'environnement. Il y a améliorer la santé et la conservation des sols. Il y a améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l'eau et améliorer la biodiversité. Donc, c'est pas une surprise pour personne qu'on va être actif dans l'objectif qui a trait à optimiser la gestion de l'eau. C'est un plan qui comporte plusieurs volets. Et comme dans le projet là avec les PLTQ, c'est un projet qui va porter principalement en fait sur le transfert, donc qui va comporter beaucoup d'activités de transfert. Dans le cadre de ce plan-là, les associations, à la demande du MAPAC, ont été invitées à prendre des engagements par rapport à un ou plusieurs des objectifs là, que je viens de vous mentionner. Et c'est là que la collaboration avec la PFFQ pour ce projet-là a débuté. Ce projet-là, car c'est pas la première fois qu'on collabore avec l'association, et j'espère aussi que j'espère que ce sera pas la dernière. Donc, notre rôle dans ce projet-là, c'est de les accompagner dans la réalisation de leur engagement, qui est finalement d'optimiser la gestion de l'eau. Puis optimiser la gestion de l'eau, c'est le thème de recherche de l'équipe. Et comme on est très actif aussi dans le transfert, on trouvait que c'était une belle occasion là, de participer à ce projet-là. Bon, merci Carl, ça nous rafraîchit tous la mémoire, là, moi le premier. Au dernier épisode, on a parlé du projet PAD avec les PLTQ, mais est-ce qu'il y a des particularités, des différences là avec le PAD, avec l'APFFQ?
sais, évidemment, mon but, c'est pas de mettre les associations en opposition, là, mais c'est plutôt, tu sais, de mettre en lumière des nuances potentielles entre les deux projets. Jennifer va vous présenter un petit peu plus en détail là, tantôt c'est quoi la PFFQ, mais je dirais d'abord le premier truc qui différencie les deux projets, je dirais que c'est des profils d'entreprises qui sont différents. D'un côté, les producteurs qui sont membres du PLTQ, on a des producteurs laitiers, on a des producteurs maraîchers, on a des producteurs qui produisent des pommes de terre. Donc, on a quand même différents profils de producteurs qui intègrent là, ces cultures ces cultures-là souvent dans un programme de rotation. Donc, avec les fraises framboises, on retrouve aussi une diversification, mais je dirais que c'est un petit peu plus centré sur la fraise et ou la framboise. Puis aussi, avec les PLTQ, c'est plus concentré dans quelques régions, alors que les producteurs de fraises framboises, on les retrouve dans presque toutes les régions du Québec. La mise en marché est différente aussi. D'un côté, c'est la transformation, tandis que l'autre, c'est plus le marché frais. Et je dirais que ce qui nous intéresse surtout, puis ce qui différencie principalement, c'est qu'en fait, l'irrigation est très présente chez les producteurs de fraises framboises. Oui, par aspersion, comme on retrouve chez les PLTQ, mais on retrouve aussi beaucoup de goutte à goutte. On retrouve aussi différents systèmes culturaux qui sont très différents puis qui sont généralement plus complexes que ce qu'on retrouve là dans les légumes de transformation. On retrouve des ranatés, on retrouve du sol buté, du paillis, de la culture en pot, de la culture sous abri. Donc, c'est différents systèmes culturaux qui amènent de différents enjeux aux problématiques qui sont différentes, différents défis aussi. Donc, ce projet-là porte sur la gestion de l'eau, les différents usages de l'eau qu'on fait sur la ferme. Donc, pas seulement l'irrigation, mais cette pratique-là va prendre une place quand même assez importante dans ce projet-là. Mais comme pour le projet avec les PLTQ, un des objectifs est de proposer l'adoption de pratiques qui vont améliorer la gestion de l'eau et diminuer la vulnérabilité des entreprises au déficit hydrique, mais le type de pratique aussi qui va être proposé risque d'être différent. Parce qu'au cours du projet, on veut proposer des pratiques aux entreprises pour corriger certaines, en tout cas, améliorer leur gestion de l'eau. Puis c'est clair que le profil étant quand même assez différent, c'est le type de pratique proposée risque de l'être tout autant. OK. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a tous pas mal travaillé sur ce projet l'été dernier. Puis Jérémy, il a pas échappé. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir mon collègue Jérémy. Salut Jérémy. Salut Félix, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi aussi, ça va? Oui, ça va bien, puis très heureux d'être là avec vous autres. Très content que tu sois là aussi. Jérémy, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, voudrais-tu te présenter? Oui, ça va me faire plaisir de vous raconter un petit peu mon parcours professionnel, puis aussi mon parcours de vie d'une certaine façon. Tu sais, souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de vrais agronomes et d'agronomes d'asphalte. Moi, je suis un peu un modèle hybride entre ces deux-là. Moi, j'ai grandi une partie de ma vie quand j'étais plus jeune à la campagne, à la ville, c'est-à-dire, puis à la campagne un petit peu plus tard, vers 8-9 ans. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon père, il a eu une crise de la quarantaine, puis finalement, il a décidé de s'acheter une ferme puis de partir en agriculture, ce qui était un peu plus rare dans les années 90 là, à cette époque-là. Donc une partie de ma vie, j'ai grandi à la campagne sur une ferme en production bovine et acéricole. Donc ça s'est passé jusqu'à la fin de mon secondaire. À la fin de mon secondaire, j'ai déménagé retour à la ville pour les études au cégep en génie électrique, puis ensuite de ça une réorientation là, en sciences de la nature pour me réorienter en agronomie à l'université. Le début de ma carrière professionnelle, là, c'est débuté dans le communautaire. J'ai travaillé dans un organisme où on faisait des projets en agriculture sur les gaz à effet de serre avec les étudiants et les producteurs agricoles. Donc, ça a été une expérience là, très enrichissante, là, environ pendant 2 ans. Puis, mon arrivée à l'IRDA, en fait, c'est un concours de circonstances. L'offre qui a été publiée à l'époque là, a été vue par hasard par ma blonde. Puis elle trouvait que le profil recherché là, c'était exactement moi. Chance qu'elle est là. C'est ça. Fait que j'ai tenté ma chance. Puis cette belle aventure là dure depuis maintenant 10 ans. Ah ouais, très cool, Jérémy. J'apprends encore à te connaître. Je savais pas entre autres là, que tes parents, il y avait un volet bovin là à leur ferme. Là. Je pensais que c'était juste acéricole. Enfin bref. Comme vous l'aurez constaté, Jérémy, c'est un des seuls membres de l'équipe qui est un peu issu du domaine agricole. Ça fait drôle à dire, mais bon, on pourrait dire ça comme ça. On serait rendu au moment, chers auditeurs, où je vous demande de nous suivre sur
les différentes plateformes de diffusion de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et autres. On va aussi être très bientôt sur le tout nouveau site de l'IRDA, irda.qc.ca. Donc, merci de nous suivre puis de vous abonner à nos pages. Ceci étant dit, on reçoit maintenant Jennifer Crawford de l'APFFQ. Bonjour Jennifer, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va très très bien, merci. Jennifer, on va commencer ça de manière très simple et directe, mais qui es-tu? Non, sans blague, on se connaît pas vraiment, tu sais, si ce n'est que des quelques courriels qu'on s'est échangés là, l'été dernier là, concernant nos capsules vidéo. Mais un peu comme Jérémy vient de le faire ou comme on l'a fait là, lors d'épisodes précédents, j'aimerais ça que tu te présentes, là, que tu nous parles un peu de ton parcours, ton arrivée à la PFFQ ainsi que ton rôle, là, un peu tout ça. Certainement. Donc, moi, j'ai un parcours assez atypique. Là. Donc, je suis anthropologue de formation avec un intérêt marqué pour l'anthropologie contemporaine. Donc, moi, tout ce qui est questions liées à la mondialisation, le changement sociétal, etc., ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, c'est ça. J'ai commencé en travaillant dans des projets de développement international au Brésil, en Amérique latine. Puis, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai réalisé que c'était quand même assez compliqué là, d'avoir une famille puis de travailler à l'étranger. Donc, c'est ça. Je me suis comme reconvertie en agent de développement rural. Donc, j'étais vraiment plus dans le développement régional, local, dans le sud du Québec, là, dans la MRC Jardin de Napierville et au Richelieu. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler avec des producteurs, avec beaucoup les programmes de relève agricole. Puis, faut dire que je suis née sur une ferme. Là. On n'est pas resté longtemps. Là. Mes parents ont fait comme un retour à la terre, mais ça n'a pas duré. Là. Ils se sont vite découragés, puis ils sont retournés à leur carrière d'enseignant. Mais bref, ça a sûrement influencé. En tout cas, ça a sûrement eu un impact sur ma vie, là, parce que j'ai toujours eu un intérêt pour l'agriculture, le jardinage, etc. Mais bref, en 2016, je connaissais des gens qui travaillaient à l'UPA, donc ils m'ont parlé d'une opportunité là, de me joindre à l'équipe de la DREPA. Donc ça, c'est direction recherche et politique. Puis là, je travaillais sur la production biologique, sur la table horticole. Puis il y avait un volet recherche pour l'association des producteurs fraises framboises. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ça, j'ai appris plein de choses en arrivant à l'UPA. J'ai découvert tout ce monde-là, puis je suis vite tombée en amour avec la gang des fraises framboises, en fait. Donc, je suis devenue la directrice en 2018. D'accord. Tu viens tout juste de nous parler de ton rôle à la PFFQ de directrice, mais pourrais-tu un peu approfondir sur c'est quoi la PFFQ, en fait? Ouais, donc l'association a fêté ses 25 ans, justement, fête ses 25 ans cette année. Donc, on est un regroupement de 350 producteurs et productrices partout au Québec. On a toutes les tailles de fermes. La majorité, c'est quand même des petites et moyennes fermes qui font de l'autocueillette, de la vente à la ferme. On a aussi des plus grandes entreprises plus spécialisées qui font la vente en gros également. Les producteurs cultivent plein de variétés de fraises d'été, d'automne, même chose le framboise d'été, d'automne également. Puis de plus en plus, il y a différentes techniques là, qui se développent dans notre secteur au niveau de la culture de ces fruits-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On est un groupe quand même. En fait, nos producteurs sont très impliqués. À plein de niveaux pour la promotion, pour les projets de recherche, etc. On a un plan stratégique, qu'on travaille avec la filière, puis qui inclut des éléments de responsabilité sociale et environnementale. Donc, je fais le lien avec le plan d'agriculture durable, là, mais c'est ça. C'est des éléments qui sont importants là, pour notre secteur, là, tout ce qui touche, c'est ça, les enjeux agro-environnementaux, les changements climatiques, etc. OK. Ça fait un bon résumé de ce que c'est la PFFQ. Jennifer, Carl a parlé un petit peu tantôt de la vision de l'IRDA par rapport au projet, un peu notre rôle. Pourrais-tu faire un peu la même chose, mais
de votre côté, comment ça se passe, c'est quoi votre rôle, puis comment le projet se construit, bref. Ouais, ben Carl, il en a parlé un petit peu. Donc, quand le gouvernement du Québec a annoncé le plan d'agriculture durable, il a demandé au regroupement de producteurs de faire des engagements par rapport aux objectifs de ce plan-là. Donc, nous, l'Association des producteurs fraises framboises, on s'est engagé sur 4 éléments, sur la question de la réduction des impacts des pesticides, sur l'optimisation, la gestion de l'eau, sur la production fruitière intégrée et la protection des pollinisateurs. Puis, mais c'était tous des éléments qui étaient déjà dans notre plan stratégique, puis sur lequel on voulait travailler. Donc, puis je dirais que la recherche, ça a toujours été important pour notre association. Donc, il y a un montant annuel là, qui est investi par les producteurs là, pour faire des projets de recherche en collaboration avec des centres de recherche au Québec, au Canada. Donc, c'est vraiment un volet important au niveau de l'association. Super. Jérémy, maintenant, tu as sûrement écouté le dernier épisode du podcast. Tu as donc entendu Paul là, raconter son été par rapport au projet PAD, mais avec les PLTQ. Est-ce que tu voudrais faire le même exercice un peu, là, mais cette fois-ci, évidemment, avec ton été, là, pas celui de Paul, puis par rapport au projet PAD, mais avec la PFFQ? Oui, dans le fond, tu sais, le projet avec l'association, on avait comme grand objectif de faire un diagnostic global de l'eau chez les entreprises. Fait que tu sais, c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Fait que la première étape pour nous autres, ça a été de recruter des fermes là qui étaient représentatives là, de l'association. Donc, on voulait différents contextes là, de la fraise l'été, de la fraise d'automne, de la framboise en champ, aussi de la framboise sous abri, ranaté, du sol buté. On voulait aussi que les producteurs irriguent contre le stress hydrique, mais aussi contre la protection pour la protection contre le gel. On voulait de l'aspersion, des systèmes par aspersion, des systèmes en goutte à goutte. On voulait aussi différents réseaux de commercialisation des produits, des régions différentes et des types de sols aussi différents. Donc, un ensemble de facteurs qui faisait qu'on avait un pool d'entreprises vraiment représentatives de la fédération. Fait que c'est ce qu'on a réussi à faire là un petit peu avant le rush de l'été. Puis ensuite de ça, on peut regarder le diagnostic global, on peut l'aborder sous différents axes. Un des premiers axes, c'est de caractériser les différents usages de l'eau. Fait que de manière quantitative, dans le fond, à l'échelle d'une ferme, c'est quoi les activités là qui consomment de l'eau là sur une ferme là, en production là? On peut penser par exemple à la main-d'œuvre hébergée, aux pesticides, lavage de légumes. Des fois, dans certains cas, les fermes font aussi un peu de maraîchage. La protection contre le gel puis l'irrigation. On s'est rendu compte il y avait vraiment beaucoup d'usages là sur une ferme là, l'eau est utilisée de différentes façons. Puis l'irrigation c'est souvent le gros morceau, tu sais. Ouais, on pense à l'irrigation en premier, mais c'est pas juste ça. Exactement, là. C'est le gros morceau. Puis c'est un morceau qui est difficile à quantifier. Fait qu'on n'a pas eu le choix d'y aller vers d'installer des équipements au champ pour regarder un petit peu c'est quoi la régie d'irrigation du producteur. Quoi les consommations d'eau, c'est quoi les fréquences d'irrigation pour essayer de mettre des chiffres là-dessus. On a parcouru j'ai parcouru le Québec un petit peu là cet été là pour aller à la rencontre des producteurs puis d'installer tous ces équipements là s'assurer que ça fonctionne bien pour aller chercher l'information qu'on avait besoin pour calculer finalement un besoin global de l'entreprise. On regardait ça, puis on regardait aussi les différentes sources d'approvisionnement sur les entreprises. Tu sais, est-ce qu'on était dans des étangs d'irrigation, est-ce qu'on utilisait de l'eau souterraine, est-ce qu'on avait du prélèvement d'eau en rivière, etc. Fait qu'on regardait les différentes sources de prélèvement d'eau, puis on va mettre ça en perspective pour voir éventuellement c'est quoi la vulnérabilité au déficit hydrique de ces entreprises-là. Quelle quantité d'eau qu'ils consomment, puis quelle quantité d'eau que leur réserve peut leur fournir d'une certaine façon. Fait que ça, c'est un des trucs qu'on a fait cet été. En parallèle, on a aussi fait, on appelle ça des diagnostics de système d'irrigation. Tu sais, globalement, c'est quoi ces trucs-là? C'est on regarde si les systèmes d'irrigation utilisés par les producteurs sont performants, puis qui apportent l'eau de manière uniforme dans les champs. Fait que on fait de l'instrumentation, on s'en va directement sur les entreprises, puis on mesure cette uniformité des systèmes-là. On calcule des coefficients, puis on amène ça on analyse toutes ces données-là, puis on va éventuellement faire des recommandations sur des correctifs
potentiel que les producteurs peuvent faire. Fait que c'est tant au niveau du système d'irrigation que de la régie d'irrigation. Puis on va essayer de quantifier justement là ces recommandations, à savoir c'est quoi l'impact sur la consommation en eau sur les entreprises. Excellent. Ça fait un bon survol de ce qui a été fait pour la première année du projet. Maintenant, Carl, parlant de survol, ça te tenterait-tu de faire un peu la liste de ce qui nous attend là, pour les 2 prochaines années dans ce projet? Je dirais que la prochaine année va être quand même assez active en activité de diffusion. Il y a 2 portes ouvertes de prévues en 2023. D'ailleurs, il va y en avoir 4 en 2024. Cette année, on va se concentrer dans la capitale nationale puis en Montérégie. On va parler principalement, Jérémy a parlé de diagnostic global de l'eau. Ça peut sembler abstrait, mais il y a une partie quand même de la journée qui va porter sur comment on réalise ça, un diagnostic global de l'eau, ça sert à quoi. Quel constat on a fait, entre autres, chez la ferme chez qui on se trouve pour cette porte ouverte-là, mais aussi dans les autres fermes là, chez qui on était. Quel correctif on a proposé, comment ça s'est passé. Parce que cet été, on va justement suivre aussi comment on va proposer des correctifs aux entreprises, mais on va suivre là, l'entreprise, en fait les entreprises pour voir comment ça se déroule, puis c'est quoi les gains là, de ces correctifs-là. Donc, 2 journées portes ouvertes, il va y avoir des capsules vidéo où on va, encore là, Jérémy vous a parlé de performance de système d'irrigation. Donc, ces capsules-là vont faire un peu la démonstration, comment on s'y prend pour faire comment on mesure ça, la performance d'un système d'irrigation, puis c'est quoi les principaux aspects à surveiller. Dans un cas pour le goutte-à-goutte, dans l'autre pour l'aspersion. Donc, on veut faire un peu le tour, si on veut, des différents systèmes qu'on retrouve chez les fermes de la PFFQ. On va continuer l'aventure aussi podcast dans différents sujets, des interviews, mais des discussions avec les producteurs, qui participent au projet, bien sûr, mais comment ils vivent leur expérience là, dans le cadre de ce projet-là, qu'est-ce que ça leur a apporté, pour rendre ça là, le plus constructif possible pour le plus de producteurs possible. Puis on va closer, mais on va finir en beauté l'année, clore. On va clore l'année en beauté avec un webinaire où on va reprendre là, l'essentiel de tout ce qu'on a fait là, jusqu'à présent pour rendre ça là, le plus digeste possible puis rejoindre le plus de personnes possible. Donc, pour l'instant, c'est ce qui ressemble un peu à 2023. 2024 va ressembler un petit peu à ça, mais encore avec plus d'activités puis avec plus de données parce que durant ces années-là, on est chez 12 entreprises qui produisent des fraises et ou des framboises. Puis je terminerai en disant que tantôt, je parlais qu'on était dans différentes régions, mais en fait que les producteurs de fraises et framboises se retrouvent dans différentes régions, mais on a des sites en Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, la région de la Nodière, Laurentides, on est aussi en Mauricie. Donc, en fait, c'était un peu l'idée là, d'aller chercher le profil d'entreprise. Donc, en espérant rejoindre le plus de producteurs possible, puis de favoriser l'adoption de pratiques qui permettent d'optimiser la gestion de l'eau. Donc, on pense qu'on va y arriver. Donc, il nous reste 2 ans là, pour y parvenir. Merveilleux. C'est ça. On se répète un peu là, à ce niveau-là, mais je pense que c'est important là, de cogner sur le clou parce qu'en bout de ligne, c'est ça le but de ces projets-là. Donc, ça fait un bon survol là, de ce qui nous attend. J'ai déjà hâte à la suite. Je finirais ça peut-être en vous demandant si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport au projet ou quoi que ce soit. Ouais, moi je dirais que l'association, on est super content de pouvoir travailler ce projet-là avec l'IRDA. Je pense que vous avez clairement l'expertise sur la Régie de l'eau au Québec. Puis nous, c'est le plus gros projet là sur cette question-là qu'on fait là. Puis je pense que ça va te mettre les bases là pour la suite. Donc j'ai très hâte de voir là comment les producteurs vivent ce projet-là, puis comment on réussit là à réaliser ce projet-là, puis atteindre les objectifs au niveau du transfert de connaissances. Donc, c'est un projet super important, tu sais, au niveau des changements climatiques. On l'a vécu dans les dernières saisons, là, beaucoup plus de chaleur intense, puis vraiment un besoin d'avoir aussi au niveau des gels hâtifs, etc. Donc, c'est toutes des situations où on a besoin d'avoir des systèmes d'irrigation efficaces. Donc,
voilà, super important. Puis on est très content de collaborer avec l'IRDA pour ce projet-là. Super, très content aussi là, de faire ce projet-là. Puis j'en profite, t'as parlé des producteurs, j'en profiterai aussi pour les remercier là, parce que c'est grâce à eux là, finalement qu'on réussit à amener à terme ce projet-là. J'ajouterais que on souhaite apporter quelque chose aux entreprises pour améliorer leur gestion de l'eau, mais en côtoyant puis en faisant des projets chez les entreprises, nous aussi on apprend beaucoup nous on n'en produit pas de fraises, on n'en produit pas de framboises, fait que on a souvent nos lunettes de gestion de l'eau, mais sur une entreprise agricole, il y a un paquet de facteurs qui, même s'ils sont pas reliés à la gestion de l'eau, vont venir affecter là, la façon dont ces pratiques-là peuvent être ajoutées là, à une entreprise. Effectivement. Donc, ça fait le tour, je pense, de ce qu'on avait à dire pour cet épisode. Donc, à très bientôt pour un autre épisode qui traitera on le sait pas exactement encore, mais probablement d'un rapport d'un projet passé. Donc, on fera sûrement un résumé de tout ça. Donc, merci d'avoir été là, puis à très bientôt. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.